30 mars 1986. Conversation avec Sujata. Le déluge. Sujata. Qu'est-ce que vous aviez vu cette nuit? Satprem. Cela n'a pas beaucoup d'intérêt, je ne crois pas. Je crois que ce sont des fabrications du subconscient, ce sont des forces qui opposent le travail. Je crois que c'est la traduction des forces qui opposent le travail. J'ai mis très longtemps à m'endormir. J'avais mal dans les jambes, n'est-ce pas? Et puis quand je me suis endormie, je suis tombée directement là-dedans, c'est-à-dire vers 11h du soir, 11h30. Il y avait un ouragan formidable, surtout un bruit épouvantable, comme en Bretagne, sur la falaise, quand il y a une tempête. Il y a des montagnes d'eau qui viennent se jeter sur les falaises, c'est assez... Quand on entend cela et qu'on voit cela, c'est assez impressionnant. Cela fait un bruit épouvantable. Un ouragan, une tempête. Et alors il y avait des morceaux du toit qui s'en allaient, des tuiles ou quoi, je ne sais pas, enfin des morceaux du toit qui s'en allaient. C'était un bruit infernal, une grande tempête, je te dis. Le bruit d'une mer démontée et des montagnes d'eau qui se fracassaient contre la falaise. Je sais ce que c'est, n'est-ce pas? C'est un bruit terrible. Et c'était tout à fait ce genre de bruit-là. Et puis à un moment, il y a eu un craquement formidable. Je ne sais pas si c'était du tonnerre ou la foudre ou la cheminée qui s'écroulait sur le toit. Je n'en sais rien. Sujata. Oh, mais c'était ici. Oui, c'était ici. La maison était dans l'ouragan. Alors j'appelais mère, mère. Et j'ai vu une forme bleue comme un visage, mais je ne sais pas qui c'était, bleu, qui a passé une fois, deux fois, comme ça, tout bleu, comme un visage de profil. Je ne sais pas qui c'était, je ne me rends pas compte. Mais enfin, quand il y a eu cet énorme craquement ou fracas tout d'un coup, comme si, je ne sais pas, sur le toit, comme si la cheminée dégringolait sur le toit, j'ai voulu allumer ma lampe de chevet près de moi et puis il n'y avait plus de courant. Alors à ce moment-là, tu as dû entendre le bruit, tu m'as appelé et tu es venu à tâtons dans l'obscurité. C'était en pleine nuit et nous avons regardé dehors par les carreaux de ma porte. Et alors c'était le déluge, on voyait à, je ne sais pas, quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres, la mer qui avait donc monté à 2000 mètres d'altitude, n'est-ce pas? Et une énorme barre blanche, d'écume blanche qui... Tout l'horizon que je voyais était couvert par cette barre d'écume qui était là, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, c'est difficile à apprécier. Et l'eau venait jusqu'au... Pourtant, il n'y avait pas de vagues ici, mais l'eau, je voyais de l'eau qui était juste là, pas loin de la porte. Sujata. Aux eucalyptus, là? Oui, aux eucalyptus, là. Il y avait de l'eau qui... Tout cela était dans une obscurité presque complète. Tu sais, comme quand on voit la nuit un peu de ciel, alors on voit des reflets, n'est-ce pas? C'était comme cela. Tout était dans une obscurité presque complète. Et puis cette mer qui s'étendait. C'est-à-dire que la mer était à 2000 mètres d'altitude. C'était un déluge. Et la mer nous entourait. Mais pourtant, il n'y avait pas de vagues fracassantes ici, mais juste avant que tu ne viennes, il y avait cet ouragan, cette tempête, ce vent formidable, ce bruit. Je connais bien, en Bretagne, des tempêtes, j'en ai entendu. Alors on était là, devant la porte, à regarder cela, et il y avait comme de la pluie très fine, des embruns, qui rentraient par les interstices de la porte. Et puis cela s'est arrêté, je me suis réveillée. Et alors j'étais tellement surpris par le... Il y a beaucoup de silence la nuit ici, n'est-ce pas? C'était tellement silencieux, j'étais surpris par ce silence. Sujata rit. Et après, je n'ai pas pu dormir. Sujata. C'est donc, en effet, le 29 mars que vous avez vu cela? Oui. Oui, parce que j'ai essayé de m'endormir, mais je ne réussissais pas à m'endormir après tout cela. Je n'ai pas dormi de la nuit, je te dis. Et puis, je t'ai entendu aller dans la salle de bain. Tu m'as dit que c'était vers minuit? Ah oui! Donc il y avait déjà une demi-heure qui s'était écoulée et où j'ai cherché à dormir. C'était dans la nuit du 29 au 30. Je n'ai pas pu dormir. Je ne sais pas, cela m'a donné... J'avais la tête en feu.
Je crois que cela doit correspondre à toutes ces forces tout à fait déchaînées. Subtilement, évidemment, elles sont déchaînées contre le travail qui se fait ici. J'ai l'impression que c'est une image de cela, parce que je ne pense pas qu'il y aura de déluge, rire. Mais enfin, c'était vu comme cela. Ce qui me frappait le plus, ce n'était pas de voir cette eau à 2000 mètres d'altitude, là, juste comme cela, c'était d'abord toute cette partie qui était dans une tempête formidable. Et dans la maison, comme si des morceaux du toit s'en allaient. C'était un... J'appelais mère, mère. C'était surtout cela qui m'a secoué. Il doit y avoir des forces très déchaînées. 31 mars 1986. Il semblerait que la difficulté soit dans la matière cérébrale. Avril. Chronologie des événements mondiaux. 1er avril. Pakistan. Les États-Unis accordent au Pakistan une aide de 4 milliards 02 pour le programme 1988-1993, soit une augmentation de 800 millions par rapport à la période 1981-1987. 11 avril. URSS. Après un nouvel essai nucléaire des États-Unis au Nevada, l'Union soviétique lève le moratoire nucléaire qu'elle s'était imposé il y a 8 mois. Pakistan. Benazir Bhutto, fille de Ali Zulfikar Bhutto, pendue en 1979 par la junte militaire, est accueillie à son retour à Lahore par des centaines de milliers de personnes. 12 avril. France. Un nouveau site magdalénien, 13 000-8 000 ans avant Jésus-Christ, vient d'être découvert en Dordogne. Il s'agit d'une grotte à voûte très basse comportant de nombreuses gravures. 13 avril. CEE. Les ministres des Affaires étrangères des 12 réunis à La Haye refusent de cautionner une intervention militaire américaine en Libye. 14 avril. France. Simone de Beauvoir disparaît à l'âge de 78 ans. 15 avril. USA. L'aviation américaine bombarde les villes de Tripoli et de Benghazi en Libye. Ces raids font une trentaine de victimes. 18 avril. RDA. Mikhail Gorbatchev lance aux Européens un appel à la réduction simultanée des armements conventionnels stationnés en Europe. 25 avril. URSS. Un grave accident affecte l'un des 4 réacteurs de 950 MW de la centrale de Tchernobyl à 130 km au nord de Kiev. 27 avril. Iran. Les forces armées iraniennes lancent une offensive surprise contre les positions irakiennes dans les îles Majnoun. 1er avril 1986. L'ouragan bien là, méchant, petit, innombrable et névralgique et le reste. Maintenant, je reconnais bien cette microscopique Gestapo. Je ne sais pas à quoi cela m'avance. Si les gens savaient sur quoi cette vie est bâtie, ils seraient épouvantés. Et d'abord, ils ne le croiraient pas. C'est toujours cette frontière de la vie et de la matière. C'est là que sont les gardiens du camp. C'est là qu'est la perversion originelle, si je puis dire. On pourrait dire que c'est là que la matière a commencé à s'éveiller à un cauchemar. Elle voulait sourire au soleil, et c'est là qu'est tombé ce masque pervers et ce faux seigneur pervers. Il n'y a pas à se demander pourquoi, mais comment en sortir. Oui, le spell. Après-midi. C'est une interminable traversée de la mort.
millimètre par millimètre et seconde par seconde. Est-ce que l'on traverse la mort ou est-ce la grâce qui vous traverse? Soit je ferai mieux de me taire jusqu'à ce que ce soit fini. Je commence à naviguer dans la brume. 2 avril 1986. Je continue de voir des morts, entre guillemets, presque toutes les nuits, ou en tout cas très souvent, et des morts qui ne m'intéressent pas du tout. Seulement j'ai été en contact passager avec l'un ou l'autre pendant cette vie. Par contre, je vois très très rarement des vivants. Pourquoi ce voisinage avec les morts? Oui, c'est une espèce de voisinage, c'est voisin. C'est-à-dire que les vivants, entre guillemets, vivent presque exclusivement dans une conscience mentale ou dans une conscience vitale. Et ces deux régions n'existent pour ainsi dire plus pour moi. Je ne vis plus à ce niveau-là. Je suis complètement dans la conscience matérielle. Je creuse dans la cloison, entre guillemets. C'est peut-être cela. Supprimer le mental et supprimer le vital. Qu'est-ce qui reste? Une matière hideuse, celle que les gens ne connaissent pas parce que tout est enrobé de pensées et de sentiments et de réactions habituelles. Et pourtant, cette matière hideuse et dépouillée contient le secret de l'espèce. Avec leur microscope, les savants s'imaginent mieux connaître la matière, mais ils ajoutent une couche de plus à l'enrobement, et une couche encore plus imperméable que toutes les autres. Les rishis védiques d'il y a 7 ou 9 000 ans connaissaient mieux la matière qu'Einstein ou Max Planck. Seulement, ils ne se souciaient pas d'utiliser leurs connaissances pour fabriquer des petits trucs téléphoniques ou télévisés ou téléguidés. Ce genre d'instrument leur aurait semblé tout à fait indigne d'un homme et une sorte d'imposture. Seul leur semblait digne et humain ce qu'un homme peut faire par lui-même et connaître par lui-même. La connaissance et le pouvoir étaient l'expression de ce que l'on est. Maintenant, tout le monde triche. Dans une histoire post-humaine, nous laisserons une réputation de faussaires. Même les Grecs auraient trouvé notre civilisation, entre guillemets, hideuse. Pas les Romains. C'est là qu'a commencé le partage. Après tout, il est très symbolique que M. Rajiv Gandhi ait épousé une Italienne et que Nehru ait été élevé à la même école que Mrs. Thatcher. Soyons pratiques, disent-ils. Plus ils sont pratiques, entre guillemets, plus le monde devient impraticable. 3 avril 1986. C'est vraiment un peu terrible, ou terrifiant et suppliciant. Et pourtant, le corps sait, en lettres capitales. Il ne bouge pas une seule seconde pendant 1h30 ou 1h40. Il est évident, en italique, que c'est une grâce suprême qui est là, qui vous porte et vous fait supporter. C'est-à-dire que l'on apprend constamment l'irréalité de la mort, mais c'est interminable. Et l'irréalité de toutes les lois de la matière. Je pense bien, autrement je serais en charpie. Soit, je ne sais pas pourquoi, cet après-midi, pendant l'opération, je me suis souvenu de cette vision que j'ai eue 2 ou 3 ans après le départ de mère. Nous étions encore à Nandanam. Je marchais à côté de mère sur un sentier très étroit. J'étais à sa gauche, et comme le sentier était très étroit, en terre, j'ai voulu marcher sur le bas-côté pour que ce soit plus facile pour mère, et sur le bas-côté, tout le bas-côté était couvert de fils de fer barbelés par terre. Je marchais donc sur les barbelés. Mais sous les barbelés, il y avait un tapis de fleurs violettes de la compassion de Sri Aurobindo. C'était l'époque où j'étais poursuivie par la meute de l'ashram. Mais alors cet après-midi, ce tapis de fleurs violettes était si vivant. Cette compassion de Sri Aurobindo était si vivante.
c'était ça. C'était sa compassion qui vous fait supporter. C'était il y a 10 ans. C'est cette compassion, C majuscule, qui était au fond du wagon noir. Mais je n'en savais rien. Combien de temps il faut pour savoir ce que l'on sait? Dans cette constante horreur du monde tel qu'il est, il y a cette constante compassion, C majuscule, qui vous aide à traverser les apparences, si l'on veut vraiment traverser les apparences, si l'on est honnête. 6 avril 1986. Hier, on m'a fait une démonstration massive de quelque chose que je savais ou soupçonnais, mais on peut toujours attribuer une raison ou une autre à un même fait. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Simplement, hier matin, Sujata a sorti de leur cachette dans la penderie une série de vieux dossiers pour les envoyer aux USA et à Paris. Dossiers Ashram, Auroville, les faussaires, etc. Je n'y ai pas prêté attention. Mais alors, je n'ai même pas touché ni vu ces dossiers. Simplement, je savais que Sujata transférait de vieux dossiers. Alors, toutes les névralgies décuplées et enragées. À midi, j'avais très mal, et le soir, c'était suppliciant, avec en plus une sensation d'accablement, d'être sous un poids. Je suis allée marcher un peu vers 5 heures du soir, et tout d'un coup, j'ai compris la raison de cette exaspération névralgique. On a sorti le djinn de sa boîte, et il se répand dans l'air. Et il vient vous tirer sous tous les nerfs. Et du coup, je me suis souvenu de mère. Quelqu'un entre dans la chambre avec une mauvaise pensée, tous les nerfs torturés. Une télépathie névralgique. Mais alors, d'un seul coup, je mesure tout le problème dans lequel je me trouve depuis des mois. Comment sortir de là? Je me doutais bien depuis longtemps que cette cage névralgique était l'obstacle principal. Mais je mesure maintenant à quel point elle est liée à tout le mensonge terrestre. C'est le relais de toutes les forces perverses qui dominent la Terre. Et un relais très efficace. Convaincant, point d'exclamation entre parenthèses. Et ça relaie tous les malheurs. Relaie et enregistre minutieusement, depuis les premiers appareils évolutifs. C'est la perception même du mensonge, M majuscule, de tous les mensonges. C'est probablement là qu'est le spell qui se dénoue mystérieusement, pour quelque raison, un jour, dans un wagon noir ou dans les canyons d'Auroville. Comment sortir de là? Mais alors hier, c'était la démonstration massive. Pour être précis, je note que Sujata n'a même pas ouvert ces dossiers qui sont restés enfermés dans leur enveloppe de plastique scellé. Simplement, elle les a sortis de la cachette secrète, entre guillemets, dans le mur de la penderie pour les transporter dans la salle des machines. C'est fou. Les pensées ou sentiments des gens restent enfermés, apparemment, dans la boîte secrète de leur crâne ou de leur cœur, mais ça navigue et contamine librement. Mais même de vieux papiers scellés dans leur boîte gardent l'empreinte exacte, et ça navigue librement, et vient vous torturer les nerfs gentiment. C'est fou. J'avais déjà 1000 fois remarqué depuis 2 ou 3 ans, mais sans avoir de preuves indubitables, que chaque fois que je rencontrais l'un ou l'autre de ceux qui travaillent ici, instantanément une névralgie ou une autre se déclenchait ou s'aggravait. Maintenant je comprends. Je n'ai plus de doute. Mais alors, où est la solution? Et ceux qui travaillent ici n'ont pas de mauvaises pensées ni de mauvais sentiments, Dieu sait. Simplement, ils sont ce qu'ils sont, humains. Et ils transportent partout leur humanité. C'est-à-dire que chacun
transporte son ou ses éléments de mort. La contagion est partout et à chaque instant. Chaque fois que j'écris une lettre, rarement, à l'un ou à l'autre, ou que je dois parler d'Auroville ou de quelques sujets peu clairs, instantanément j'ai mal aux jambes, ou parfois au cou. Maintenant, je n'ai plus de doute. C'est l'universelle névralgie, c'est l'universelle télépathie névralgique instantanée. Les gens sont protégés par toutes les couches de mort qui les revêtent. Ils sont protégés par la mort. Mais quand les couches s'amincissent, on découvre tout le problème, les barbelés du camp général. Est-ce qu'on peut en sortir tout seul, sans faire sauter tout le camp? Mère était torturée. Oh, je commence à bien comprendre le problème. Je marchais sur les barbelés, mais dessous il y avait la compassion de Sri Aurobindo. Midi. C'est désespérant. Ça se démolit de plus en plus. Rien ne se répare une fois que l'ennemi a eu la chance de planter ses griffes dans un coin du corps. Ce sont des griffes et méchantes. On sent la méchanceté perverse, tout à fait comme la Gestapo. Et à quoi sert de dire? On ne voit pas comment on peut sortir de ça. C'est comme une volonté de mal et de faire mal. Je me souviens de cette espèce de chauve-souris qui avait planté ses griffes dans le cou de Mère. C'est tout à fait cela, c'est abominable, épouvantable. Note de bas de page, voire agenda 4, 25 décembre 1963. Ce n'est même pas la douleur qui vous fait de la peine, c'est la méchanceté qui est là-dedans. C'est l'origine même de la perversion. Si je commence à penser que c'est épouvantable, je suis fichu. Après-midi. La matière cérébrale est rigoureusement travaillée. Le cap constant, c'est majuscule 2 fois. Soir. Il ne faut pas espérer que les barbelés aillent mieux. Point d'exclamation entre parenthèses. Pas plus que le terrorisme mondial. C'est une rage. Il n'y a qu'un bout dans cette affaire. Raconter à Sujata cette bizarre vision de cette nuit, du 5 au 6. La mère singe qui nourrit un enfant humain. La naissance du vrai homme.